Est-ce que le timing est opportun pour aller sur Capgemini? C'est ce qu'on va analyser ensemble dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Il y a encore beaucoup de gens qui regardent mes vidéos régulièrement sans être abonnés. S'il vous plaît, faites-le. Ça m'aidera à faire connaître mon travail et activez la cloche, comme ça vous aurez les notifications. On commence tout de suite avec le cours de Capgemini. Donc, on a quand même un net ralentissement depuis même de 2021, on va dire, hein. Ça avait un peu rebondi en 2024, mais là, hop, c'est à nouveau la chute. Bon, on connaît les raisons, le secteur est quand même encore en bas de cycle, hein, en difficulté. On est dans le secteur des entreprises de services numériques et dans on va dire un secteur plus large qui est on va dire le business to business, enfin les services aux entreprises. Pour l'instant, les clients, les donneurs d'ordre sont encore frileux. La croissance économique est encore un peu en difficulté, mais malgré ça, par exemple, on a vu, aux États-Unis, ils ont publié un 3 de croissance quand même, donc c'est pas si mal, hein. Moi, je pense qu'il va y avoir une reprise sur le secteur. Ce secteur est structurellement en croissance, puisqu'on est dans la thématique digitalisation et même intelligence artificielle. Bien sûr, ce ne sont pas les acteurs principaux de l'intelligence artificielle, mais ils ont des offres sur ces sujets-là. Donc, je pense que ça peut être intéressant quand même du Capgemini. Et je vais détailler pourquoi dans cette vidéo. Alors, le cours, on voit que la publication, il y a eu une hausse assez importante. Et après, ensuite, le marché a dit que finalement, les résultats n'étaient pas si bons. Et donc, ça a bien chuté. Donc, extrême volatilité. Ça veut dire quand même qu'il y a l'indécision, hein, sur le cours. Il y a, euh, vu que ça a baissé, on va dire qu'il y a plus de pessimisme que d'optimisme. Moi, je pense que le pessimisme est trop important sur Capgemini. Alors, la croissance du chiffre d'affaires, en médiane, c'est 7,2%. C'est une entreprise qui fait de la fusion-acquisition, puisque on est dans les services. Pour faire la croissance dans les services, il faut aller mailler le territoire. Donc le terrain de jeu est mondial, hein, sur Capgemini. Les concurrents sont américains. Alors, Accenture est américain, même s'ils sont cotés en Irlande. Ils sont indiens. Vous avez Tata, par exemple. Ils sont canadiens. Enfin, donc, là, terrain de jeu mondial. Donc, on consolide ses parts de marché en faisant des acquisitions. C'est ce que Capgemini fait, hein, 32 milliards d'acquisitions. Bon, c'est au-delà de la market cap, hein. C'est-à-dire que finalement, le marché, enfin, les acquisitions n'ont peut-être pas délivré ce qui était attendu en termes de résultats. Bon, mais c'est l'unique façon de faire la croissance de toute façon, hein. On est sur une décroissance qui décélère depuis quelque temps, hein. À noter, hein, qu'on commence à bientôt on est très proche du zéro en termes de croissance. Donc ça s'améliore quand même, hein. Dégradation moindre. Je vous rappelle qu'en finance, le plus important, ce sont les dérivées secondes, hein. Il faut regarder, donc il faut regarder l'accélération, la décélération de la croissance. En absolu, en fait, la dérivée première, hein, donc ce qu'on voit ici, le chiffre qu'on voit ici, la dérivée première est négative, d'accord, mais la dérivée seconde nous montre que la décélération décélère, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça s'améliore, à mon avis, sur ce front-là. Donc, je pense qu'il va y avoir maintenant une réévaluation des perspectives au niveau de cette industrie au sens large et pour Capgemini également. Au niveau des taux de marge, alors sur le taux de marge brut, c'est en croissance depuis 10 ans, donc ils ont réussi quand même à monter leur prix. Dans le taux de marge brut, on a aussi le paiement des consultants, hein, donc c'est une énorme part des coûts, et en fait, c'est le coût principal d'ailleurs des ESN, hein, puisqu'ils placent des consultants. Bon, on arrive quand même à monter les prix ou alors à baisser les coûts. Donc, les 2, hein, je pense, puisqu'ils ils offshoreisent pas mal en Inde et puis ils recrutent même, en onshore des gens qui viennent, par exemple d'autres pays, des pays à coûts salariaux, moins élevés. Le taux de marge d'EBITDA, lui, est en hausse depuis 10 ans. Bon, ça chute, enfin, ça a un peu baissé quand même sur les 2 dernières publications, mais bon, c'est un niveau relativement élevé. On est relativement proche de la médiane. Je pense qu'il y a pas de sujet sur l'efficience opérationnelle. Et en fait, c'est quelque chose que je n'avais pas vu avant, mais les free cash flow sont structurellement plus élevés que les bénéfices nets sur Capgemini. Mais en fait, ça a un sens, ça a du sens, puisque la croissance organique est pas hyper élevée, on va pas faire beaucoup de dépenses en capital, puisque c'est de la croissance par acquisition. Donc structurellement, ça veut dire que en fait, la rentabilité qu'on dégage, eh bien, ça fait du free cash flow, puisqu'on ne passe pas par de la dépense en capital. Donc on va pouvoir ensuite, avec le cash flow opérationnel, faire des acquisitions, et puis, s'il reste du cash, bah, ça du coup génère des free cash flow. Bon, c'est en croissance, donc le taux de marge de free cash flow est en croissance depuis 10 ans. Ça, c'est très encourageant. Taux de marge net, non, mais bon, c'est moins important à mon avis. C'est plutôt, les free cash flow qu'il faut regarder pour ce genre d'industrie. Donc plutôt pas mal, hein, les marges sur Capgemini, ça se maintient, alors qu'on est en décélération assez forte, hein. Enfin, on était en décélération assez forte, maintenant ça s'améliore. Alors, conversion des bénéfices nets en free cash flow. Voilà, bah, c'est le reflet de ce qu'on a dit juste avant. Les free cash flow en cumulé sont structurellement plus élevés que les bénéfices nets. Le VFR
il est négatif. Donc ça veut dire que ce sont les clients qui financent l'activité. Donc il y a pas de stock, hein, sur ce genre d'activité. Donc le BFR, c'est uniquement délai de paiement client et délai de paiement fournisseur. Donc Capgemini est payé en avance par rapport à ses clients avant qu'ils doivent payer ses fournisseurs. Ses fournisseurs sont en fait, en quelque sorte les consultants, hein. Donc on est sur une activité qui est financée par les clients. Ça, c'est bien, hein, parce que ça veut dire que Capgemini n'a pas besoin d'injecter de cash pour faire tourner les opérations. Donc ça fait du cash, la ressource cash qui est libérée. Très bien. Alors, au niveau ouais, dépréciation, amortissement et alors juste le BFR d'abord. Est-ce qu'il s'améliore? On regarde ça, hop. Donc on va enlever le net working capital. Non, par contre, le BFR, lui, se dégrade depuis 10 ans. On a 1,2 milliard en cumulé de dégradation, de variation positive du BFR. Mais bon, même avec ça, on reste BFR négatif. Donc il faudrait qu'ils arrivent à maintenir à ce niveau-là et ça serait intéressant. Pour que ça soit intéressant quand même, pour qu'il reste BFR négatif. Bien. Alors ensuite, si on regarde, hop, dépréciation, amortissement vs dépenses en capital et other non-cash items. Alors 14,5 milliards de dépréciation, amortissement, 9,5 milliards de CAPEX. Donc voilà, structurellement, on n'investit plus dans la dépense en capital. Comme on fait plus plutôt d'acquisition et pas vraiment de croissance organique, c'est normal, hein, ça ne me choque pas parce que voilà. Et en revanche, on a des other non-cash items qui sont à 9,5 milliards. Donc qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a peut-être des dépréciations de cartes d'acquisition. Il faut voir. Si c'est le cas, ça veut dire que des acquisitions ont été payées trop cher, hein. Donc il faut vérifier ce point-là. Et tout ça, ça se passe dans le tableau de trésorerie. Donc allez regarder. Et donc là, on a l'explication de pourquoi. Donc là, vous avez 6 milliards en plus 9 milliards, ça fait 15 milliards. Vous avez à peu près l'explication entre les free cash flow et les bénéfices nets ici. Donc à choisir entre les bénéfices nets et free cash flow, il vaut mieux utiliser les free cash flow pour valoriser l'entreprise. Alors, rentabilité opérationnelle. Bon, ça, c'est un bug du logiciel, hein, il ne faut pas en tenir compte. En médiane, on est à 10,2. En mars 2025, on était à 12,4. Je pense qu'on est à ce niveau-là toujours, hein. 12-13%, c'est pas du tout intensif à capital, hein, vu que c'est que du savoir-faire, c'est que de l'humain, c'est que de l'intangible. Donc 12-13% de rendement des capitaux investis, très bon. Enfin, plutôt bon. Plutôt bon pour un business pas intensif à capital. Ensuite, on va regarder ce qui se passe au niveau de dette. Vu qu'on est très rentable et qu'il n'y a pas de croissance ces dernières années, ça permet de dégager du cash et de se désendetter. Donc c'est le cas. Donc là, il y a une forte montée de la dette. Ça correspond à des acquisitions en réalité, hein. Donc c'est cette acquisition-là. Attention que ici on est en full quarter et ici on est en 12 mois glissants. Donc c'est pour ça qu'il y a un petit décalage. Mais donc voilà, à chaque fois qu'on fait une acquisition, hop, la dette monte un petit peu. Alors ça dépend. Si on fait des acquisitions et qu'en même temps on ne fait pas de dépenses en capital, bon, en fait la dette ne monte pas trop, donc c'est ce qu'on voit ici. Et si on fait les deux, ça peut faire monter la dette un petit peu rapidement. Ce qu'on voit, c'est qu'en tout cas, d'un point de vue structurel, depuis le point de 2020, on ne fait que se désendetter. La dette nette a été divisée par 2. Très bien. Donc là, on n'est plus endetté qu'à hauteur de une fois et demie l'EBITDA. Donc pas de sujet sur la dette. On est à 1,5 fois les free cash flow. Allez, c'est pareil, pas de sujet sur l'endettement. On regarde comment est rendu le cash aux actionnaires. On a 2 milliards 130 millions de free cash flow. On rend 580 millions de dividendes. Très soutenable. D'ailleurs, ils pourraient augmenter encore plus lourdement le dividende, hein. Mais ils font des rachats d'actions également. Alors, est-ce que ces actions sont annulées derrière? Il faut aller vérifier, mais je pense. L'outil nous calcule un rendement d'actionnaire à 5,5%. Donc ça inclut dividende et rachat d'actions. Du point de vue dividende, on est quand même à 2, quelque chose, hein, plus proche, presque à 3%, hein, de rendement du dividende. Donc on a rarement eu un dividende aussi intéressant sur Capgemini, hein. Donc là, plutôt pas mal du point de vue rémunération de l'actionnaire. En termes de valorisation, valeur d'entreprise sur EBITDA, je prends la valeur d'entreprise parce que comme il y a de la dette, ça permet de prendre en compte la dette, hein. Si on regardait du price to free cash flow, ça ne prend pas en compte la dette. Et que c'est un peu faux du coup. Quand on valorise l'entreprise, il faut aussi prendre en compte le risque. Et si on a beaucoup de dettes, ça augmente le risque. Donc le multiple doit être plus bas. Et la valeur d'entreprise sur EBITDA, je rappelle, c'est capitalisation boursière plus dette nette. Bon, la médiane, c'est 11 fois. Tout à fait cohérent, 11 fois pour une entreprise de croissance. C'est même raisonnable, hein, comme valorisation. Actuellement, on se paye à 8,3. Bon, s'il y en a qui veulent vraiment être radins, on pourrait essayer d'attendre le retour au point bas de début d'année à 7,4. Mais pour moi, 8,3 pour du Capgemini, c'est pas du tout cher payé. Conclusion du dossier. Le dossier paye
le bas de cycle de toute l'industrie. Pourtant, c'est un des dossiers les plus qualitatifs en France dans le domaine, et même dans le monde, hein, ils sont assez qualitatifs par rapport aux concurrents. Donc, pour moi, Capgemini, ça reste encore une opportunité d'investissement au cours actuel. C'est pas un conseil d'investissement. Comme d'habitude, faites vos propres recherches. J'espère que cette vidéo vous intéresse. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.